Plus un animal est rare, plus il est cher, plus il est cher, plus il est chassé, moins il y en a. Et la logique voudrait qu'à la fin, le dernier rhinocéros vale $1 milliard. Braconnage. Le braconnage, c'est donc le troisième business de trafic au monde en fait. C'est à peu près entre 15 et 30 milliards de dollars par an de trafic d'animaux sauvages. Donc c'est un gros carnage. C'est fini en fait un peu l'époque où c'était les villageois qui allaient avec leur saguet pour aller essayer de tuer un lion. Maintenant, c'est plutôt des mercenaires type Wagner ou des gens qui ont fait des guerres, des conflits. En fait, ce sont des soldats qui sont recyclés dans le braconnage et liés à des mafias en fait, qui sévissent surtout en Afrique pour une clientèle qui est souvent asiatique liée aux médecines traditionnelles chinoises qui prétendent que la corne de rhinocéros évite l'impuissance ou tout genre de choses, idem avec les tigres, les lions, enfin des absurdités. La corne de rhinocéros, en fait, c'est pas du tout en ivoire, c'est en kératine. La kératine, c'est des ongles, en fait. J'ai jamais vu un homme se ronger les ongles et bander comme un âne. Frontière. Au Kavango, le roman se situe dans la Casa, en fait, qui est la plus grande réserve animalière au monde, qui est grande comme la Suède, qui s'étend sur 5 pays, la Namibie, le Botswana, la Zambie, le Zimbabwe et l'Angola. Le roman se situe plutôt du côté namibien. Il y a eu pas mal de conflits en Afrique australe dans les années 90 et Mandela, qui est mon héros suprême et d'une intelligence supérieure, a eu l'idée de créer cette réserve animalière puisqu'il y avait des conflits de frontières. Il s'est dit, puisque les animaux migrent, on va faire plutôt que se battre pour des frontières, on va faire une grande réserve autour de nos frontières. Et du coup, maintenant, les animaux traversent les frontières pour aller jusqu'au delta Okavango, qui est donc le seul fleuve au monde qui se jette dans la terre. Et les animaux se retrouvent là à la saison sèche, tout le monde remonte là et festoie. Tout le monde se mange les uns les autres, mais ce delta en fait sauve les animaux, tous les animaux, et cette frontière, surtout l'ouverture des frontières, leur permet de migrer et de ne pas être tués aux frontières, aux clôtures, comme ça arrive dans beaucoup d'autres pays. Des faunations. Les animaux ont des territoires qui sont de plus en plus restreints, souvent à cause de l'homme, qui lui, en s'étendant, repousse d'autant les frontières des animaux. Tous ceux qui migrent ne peuvent plus migrer, et ceux qui vivent sur des territoires qu'ils défendent, type lion, vraiment, plus ils se retrouvent repoussés, plus ils se retrouvent sur le territoire d'autres lions. Du coup, ils s'entretuent, sans même parler du braconnage. Ils s'entretuent, et ce qui fait que ça réduit, en fait, notamment pour tous les félins, pour tous les animaux territoriaux, ça réduit leur territoire, ce qui fait qu'il y en a de moins en moins, en fait. Et au rythme où va la défaunation dans le monde, la logique voudrait qu'il y ait bientôt plus d'animaux sauvages, sauf dans des zoos qui sont en fait des prisons, parce qu'ils perdent leur culture et ils peuvent pas, une fois qu'ils sont en prison, ils peuvent pas ressortir. Ils sont pas que les humains. Donc la logique voudrait qu'on tue tous les animaux sauvages parce qu'il y a une bourse en fait, une bourse faunique qui fait que plus un animal est rare, plus il est cher, plus il est chassé, moins il y en a. Et la logique voudrait qu'à la fin, le dernier rhinocéros vale $1 milliard. Afrique. J'avais écrit un roman qui s'appelle Zulu, qui se passe en Afrique du Sud, que certains ont dû lire. Et j'avais découvert la Namibie à cette époque, enfin fin 90, puis dans les années 2000, quand j'ai tourné autour de mon Zulu, qui finissait là-bas en fait. Et j'ai adoré ce pays en fait, mais je connaissais que le Sud, parce que je venais d'Afrique du Sud. C'est un pays qui est quand même très étendu, la Namibie. Et pour Okavango, je suis allé dans le nord où sont plutôt les animaux, parce que du coup c'est vers là-bas qu'ils migrent, justement vers le delta. Et j'ai découvert des réserves magnifiques, mais surtout, dont celle de la Casa, qui est ouverte, mais surtout un grand territoire vierge, qui n'est pas une réserve en fait, qui est vraiment un territoire, c'est assez rare au monde en fait. Il y a un gigantesque territoire en Namibie, dans le nord-ouest, où les animaux vivent libres au milieu des humains. Et j'ai eu la chance de dormir dans des tentes au milieu des lions et des hyènes. Alors le premier soir, on a un peu les boules, parce qu'on a tous peur d'être mangés, c'est un tabou. Mais en fait, ils n'ont aucune raison de s'attaquer à nous, ça n'arrive quasiment jamais. Et donc j'ai fort bien dormi. Écriture. Au-delà des voyages et au-delà du braconnage ou des thèmes qui me tiennent à cœur, ce que je préfère moi dans la vie, c'est écrire, quoi. Donc c'est la pure écriture.
Le style, hein, comme disait Gian, je trouve que c'est ça qui fait un peu la différence. Alors je ne vais pas dire que j'ai un style plus particulier que les autres, mais en tout cas j'ai le mien, ça c'est sûr, donc qui est plutôt engagé dans l'écriture, dans le sens où j'aime pas les phrases neutres, j'aime bien de surprendre le lecteur à chaque page avec des associations de mots, même si la syntaxe parfois est maladroite, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'image qu'on en a. Et donc ça me prend beaucoup plus de temps en fait que d'écrire, enfin, d'avoir une écriture particulière plutôt que de bâtir une histoire qui pour moi est un peu les maths, hein. Faire de l'histoire c'est un peu le minimum syndical. L'écriture c'est l'inspiration, c'est la beauté, c'est ou pas, hein, mais enfin c'est la vie.